C'est parti. Donc, merci à tous d'être présents pour ce deuxième groupe de travail qui s'intéresse aujourd'hui à la question de la personne morale organisatrice. Donc, ce groupe de travail est organisé par le réseau Les Générateurs. C'est donc le réseau qui accompagne les collectivités dans le développement de leurs projets d'énergie renouvelable électrique, photovoltaïque et éolien. Donc, ce réseau est porté sur la région Grand Est par 3 associations, l'ALE 08 en Champagne-Ardenne, LER en Lorraine et Alter Alsace Énergie en Alsace. Donc, à l'ordre du jour. À l'ordre du jour, donc, on va tout d'abord revenir sur les grands principes encadrant le fonctionnement et la constitution de la personne morale organisatrice dans le cadre d'un projet d'autoconsommation collective. Ensuite, nous aurons 2 retours d'expérience. Le premier de la part de M. Titouan Cavan de la société Enogrid sur l'accompagnement de la constitution d'une personne morale organisatrice. Et le second retour d'expérience de M. Étienne Join, de l'Association nationale des centrales villageoises, sur les interrelations possibles entre collectifs citoyens et personnes morales organisatrices. Donc, en termes de timing, on va passer sur la présentation générale pendant 10 petites minutes. Ensuite, on passera directement au retour d'expérience de la part de Enogrid pendant une quinzaine de minutes. Puis une quinzaine de minutes, les centrales villageoises. Et normalement, si on tient le timing, on aura 15 minutes à la fin pour un temps de questions-réponses avec nos intervenants. Donc, vous pouvez poser en amont vos questions dans le chat et on pourra ensuite les traiter et les diffuser. Donc, c'est parti. Alors, on revient juste simplement sur les principes de l'autoconsommation collective. Donc, on l'a déjà vu, une opération d'autoconsommation collective se passe de toute manière sur le réseau public de distribution. Donc, vous n'allez pas créer un réseau parallèle. Et tous les participants, producteurs et consommateurs, doivent être équipés de compteurs communicants. C'est vraiment le prérequis essentiel. Sans ça, on ne peut pas travailler sur l'autoconsommation collective. Tous les participants sont ensuite réunis au sein d'une personne morale organisatrice. Donc, c'est la question qui nous occupe aujourd'hui. Pour démarrer l'opération, la personne morale organisatrice devra signer une convention avec le gestionnaire du réseau de distribution. Donc, en général, c'est Enedis, mais sur notre territoire, on a quand même pas mal d'établissements locaux de distribution, donc qui sont les personnes à même de signer la convention de démarrage de l'opération. Alors, la personne morale organisatrice. La personne morale organisatrice, c'est l'interlocutrice privilégiée du gestionnaire du réseau de distribution. Le GRD, on va l'appeler GRD. Le GRD, donc, qui est soit Enedis, soit l'établissement local de distribution si vous faites partie d'un réseau local. Le GRD est la personne qui va donc faciliter la mise en œuvre de l'opération d'autoconsommation collective, qui va réaliser les calculs d'autoconsommation entre les différents participants. Et pour cela, il a besoin d'un interlocuteur unique qui est la personne morale organisatrice. Donc, la personne morale organisatrice, comme son nom l'indique, c'est une personne morale. Donc, n'importe quelle forme de personne morale, que ce soit une collectivité, une association, un bailleur, une SAS, une SCI, une SCOP. Ça ne peut pas être une personne physique, en tout cas. Le rôle de la personne morale organisatrice va être de communiquer tout au long de l'opération avec Enedis sur les entrées-sorties des participants, sur les clés de répartition, etc. On va voir un peu plus loin. Un petit zoom quand même sur ce qu'on appelle les communautés énergétiques. Donc, il y a 2 formes de communautés énergétiques. Il y a la communauté d'électricité citoyenne et la communauté d'énergie renouvelable. Ces communautés d'énergie reposent sur une participation volontaire des participants. Les communautés d'énergie peuvent produire, stocker, consommer, accéder au marché et vendre l'électricité. Ce qui est intéressant là, ce qui nous intéresse aujourd'hui,
c'est que ces communautés énergétiques peuvent à la fois échanger donc de l'énergie en leur sein. Si elles échangent de l'énergie, le mécanisme de référence et l'autoconsommation collective. Une communauté énergétique n'est pas obligatoirement une opération d'autoconsommation collective, mais les communautés énergétiques, puisque ce sont des personnes morales, peuvent être personnes morales organisatrices dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective. Donc, les communautés énergétiques, c'est très récent. C'est une directive européenne qui a été intégrée dans le français. J'ai mis mon truc, mon partage de Attention. connexion. Est-ce que tu as une boîte mail auquel je pourrais t'envoyer le Est-ce qu'on peut couper? Ouais. Tu peux me donner parce que tu as changé de mail, je pense. Merci. Et du coup, du 27-01. Voilà, merci. Donc, les communautés énergétiques peuvent être personnes morales organisatrices, mais les communautés énergétiques ne sont pas toujours des opérations d'autoconsommation collective. OK. Donc, on voulait revenir un peu plus précisément sur la relation entre la personne morale organisatrice et le gestionnaire du réseau de distribution. Donc, tout d'abord, la première étape, c'est la constitution de la personne morale organisatrice. Donc, si c'est une collectivité qui réalise une opération d'autoconsommation collective sur son propre patrimoine, comme on l'a vu la dernière fois, la collectivité est sa propre personne morale organisatrice. Elle n'a pas besoin de créer une structure juridique ad hoc et donc elle dialogue directement avec le gestionnaire du réseau de distribution. Si on est dans une opération d'autoconsommation collective ouverte, donc dans ce cas-là, on a plusieurs participants, la collectivité ou pas, et des citoyens, des entreprises, etc. On verra tout à l'heure dans les retours d'expérience toutes les possibilités. Il faut créer une structure juridique, donc une personne morale. Donc on crée la personne morale. Ensuite, la PMO, une personne morale organisatrice, va signer la convention d'autoconsommation collective avec Enedis. Ça, c'est vraiment la première étape. Tout au long de l'opération, de la vie de l'opération d'autoconsommation collective, la PMO et le gestionnaire du réseau de distribution dialogueront sur les entrées-sorties de participants, la transmission des clés de répartition, et le gestionnaire du réseau de distribution publiera et donc informera la PMO, le producteur, des données d'autoconsommation. Donc, la fameuse convention PMO gestionnaire du réseau de distribution. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Pour que cette convention puisse être signée entre la PMO et le GRD, il faut que figure dans cette convention l'ensemble des noms des producteurs et consommateurs et la liste des points de livraison et unités de stockage s'il y a lieu. Les coefficients de répartition, statique, dynamique par défaut, etc., ou dynamique personnalisée. Et doit également figurer le responsable d'équilibre. Donc, si vous êtes passé par le guichet ouvert et donc le tarif d'achat réglementé, ça va être votre acheteur obligé qui sera votre responsable d'équilibre. Si vous avez fait le choix d'avoir recours à des subventions, vous n'avez pas donc d'acheteur obligé et il faudra donc trouver un responsable d'équilibre. Sans responsable d'équilibre, vous ne pouvez pas signer de convention entre la PMO et le gestionnaire du réseau de distribution. Les obligations de la personne morale organisatrice. La personne morale organisatrice, pour pouvoir signer la convention de mise en œuvre de l'opération d'autoconsommation collective avec son GRD, elle doit recueillir l'assentiment de l'ensemble des participants à la communication de leurs données énergétiques. Donc, les données de consommation sont des données commerciales sensibles. Donc, elle doit remplir effectivement le modèle que vous voyez ci-joint, là, le modèle d'accord des participants. Donc, c'est très important puisque la CNIL effectue des contrôles aléatoires sur le respect de ses obligations. Donc, ça avant la mise en œuvre de l'opération. Et donc, on est dans les temps. Donc, je vous rappelle juste simplement vos conseillers générateurs sur l'ensemble du territoire du Grand Est.
Donc, vous avez Lorraine Énergie Renouvelable avec Maëlle en Lorraine. Vous avez Renan et René sur l'ALE 08 pour la Champagne-Ardenne. Et vous avez Anne et moi-même, Audrey, sur le territoire alsacien, donc de l'association Alter Alsace Énergie. Donc maintenant, on va pouvoir passer au retour d'expérience. Je vais vous partager, alors je ne sais pas si on a donné la main à Titouan ou sinon je partage moi-même. Alors apparemment, j'ai la main. Ouais, vous voulez partager? Je l'ai dans les yeux, je peux le faire, oui. Allez-y. Ah non, apparemment, j'ai pas la main. Ok, Alors, je réessaye. Si, c'est bon, c'est bon. c'est Pardon. parti. Merci. Hop. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Oui, c'est Ouais. bon. Ouais. Parfait. Bonjour à tous et merci du coup Audrey pour l'invitation ici pour partager un petit retour d'expérience. Je vais me présenter rapidement et présenter rapidement InnoGrid pour comprendre un petit peu pourquoi on est là et en capacité de faire un retour d'expérience. Donc moi de mon côté, Titouan Cavant, je fais partie de l'équipe d'InnoGrid depuis 2 ans et demi maintenant. Donc je travaille sur les sujets d'autoconso collective depuis 2 ans et demi. Nous, Enogrid, on est une entreprise spécialisée dans l'autoconso collective. On travaille un peu partout en France sur un peu moins de 200 projets, dont une cinquantaine qui sont en phase d'exploitation et qui marchent aujourd'hui. Donc voilà, dans le Grand Est, on a quand même pas mal de projets euh, parce que c'est une région dynamique, notamment grâce au programme Climaction. Et du coup, là, l'idée un petit peu de mon retour d'expérience d'aujourd'hui, c'est de faire un retour sur tout ce qui a pu être mis en place sur des projets du Grand Est d'un point de vue PMO, sur divers projets impliquant des collectivités. Alors, je pense que vous l'avez en tête de ce que j'ai compris parce que vous en avez discuté à vos derniers échanges, mais je vais juste le rappeler. Nous, Enogrid, on différencie deux typologies de projets. Ce qu'on appelle des opérations patrimoniales, ce qu'on appelle des opérations ouvertes. Juste avant, c'était évoqué le fait les opérations patrimoniales. L'idée, c'est que la collectivité échange de l'électricité uniquement sur ses bâtiments. Et ça a des simplifications juridiques d'un point de vue PMO, d'un point de vue contractuel. Et on différencie ça avec les opérations ouvertes, où on va être sur des projets multi-acteurs. Donc forcément, on a une PMO soit à créer, soit à identifier. Et il va y avoir des liens contractuels entre les différents acteurs pour la valorisation de l'électricité. Donc là, je vais vous faire un petit peu 4 retours d'expérience sur des collectivités qu'on accompagne, qu'on a accompagnées à mettre en place leurs projets. Donc, une première opération, on va dire un petit peu la plus simple, une opération patrimoniale sur la commune de Winterscholz. L'idée, donc quand la commune est venue nous voir, c'est que, enfin, je pense comme beaucoup d'entre vous, la crise énergétique impactait fortement les budgets de la commune. Donc, il fallait trouver une solution. Ce qui a fait que le projet s'est mis assez vite en place, c'est déjà que la commune avait des moyens de production, notamment une centrale hydro de 200 kg, qui a pu être passée en autoconso collective rapidement. Parce que quand on regarde, nous, on a commencé à intervenir grosso modo en juin 2022 et en septembre 2022, voilà, le projet était en exploitation chez Enedis. Donc là, sur ce projet, on a intégré uniquement des bâtiments de la commune. Donc forcément, d'un point de vue personne morale organisatrice, c'est beaucoup plus simple. On a juste à déclarer la collectivité comme personne morale organisatrice. Pour ça, dans les projets, on n'a pas forcément à créer une entité tiers. La plupart du temps, l'entité existe déjà. Il faut juste l'identifier. Maintenant, pour aller sur des projets un petit peu plus complexes, je vais aborder le projet de Saint-Julien-les-Villas. Donc nous, Saint-Julien, qui ont monté leur projet dans un premier temps sous la forme d'une opération patrimoniale, donc uniquement sur leurs bâtiments, sur 14 bâtiments, avec au début une petite centrale qui faisait 18 kW crête, donc petite centrale photovoltaïque.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'était quand même le premier projet d'autoconso collective dans le Grand Est. Nous, ils sont venus nous voir qu'à partir de la phase d'exploitation sur ce projet-là pour suivre et gérer leur autoconso collective, mais que dans la tête de la commune, elle voulait aller un petit peu plus loin en se disant, bah voilà, déjà on va mettre plus de production. Donc là aujourd'hui, il y a 844 kW crête qui sont en cours d'installation. Mais du coup, 844 kilos en plus, ça fait qu'il y a beaucoup plus de production que de consommation. Donc l'idée, ça a été très vite d'aller intégrer des entreprises. Et forcément, à partir du moment où on se dit bah, on intègre des tiers, là, il y a pas mal de réflexions à avoir. Donc déjà, d'un point de vue personne morale organisatrice, il faut réfléchir. Bon, bah, on a la commune, on a les entreprises. Dans un premier temps, on se dit, est-ce qu'il y a déjà une entité sur le territoire qui existe et qui rassemble l'ensemble des producteurs et consommateurs en son sein? Non. La collectivité ne pouvait pas être personne morale organisatrice parce qu'aujourd'hui, juste le fait qu'une entreprise soit sur le territoire d'une commune n'est pas un lien assez fort pour faire de la commune une PMO. Donc nous, ce qu'on conseille dans ce cadre-là, c'est de mettre en place des associations. Donc là, on est en cours de création de l'association. Les statuts sont bons. Je ne crois pas qu'ils soient encore déposés. Mais en tout cas, voilà, il a fallu étudier un petit peu le projet, étudier à la fois énergétiquement ce qui se passait, économiquement, mais surtout contractuellement. Donc cette PMO que j'évoquais, plus quel lien contractuel je mets entre la commune et les entreprises, sachant qu'il va y avoir de la vente d'électricité. Donc forcément, on a des contrats de vente d'électricité à mettre en place, plus se mettre d'accord sur des prix de vente d'électricité entre producteurs et consommateurs. Donc là, c'est un projet qui est en train de s'ouvrir. C'est aussi quelque chose d'intéressant parce qu'on voit bien que l'autoconso collectif, c'est évolutif. On n'est pas bloqué dans un modèle et on peut à la fois ajouter des producteurs, des consommateurs, mais surtout Enedis maintenant sait faire les changements de personnes morales organisatrices. Troisième retour sur la commune de Dun-sur-Meuse. Donc là, on se retrouve un petit peu on se retrouve dans le même sur la même chose que sur la commune de Saint-Julien. C'est-à-dire que nous, on a la commune de Dun-sur-Meuse qui est venue nous voir, qui avait déjà une opération patrimoniale qui tournait depuis octobre 2021, là c'est une faute, c'est février 2022, mais qui à partir de février 2022 est venue nous solliciter pour pouvoir suivre et gérer leur projet d'autoconso collective. Et pareil, la commune avait depuis le début de son projet déjà en tête de se dire qu'elle allait l'ouvrir aux citoyens et aux entreprises du territoire. Donc là, c'était un projet en hydroélectricité avec 240 kilos. Et forcément, 240 kilos pour une commune comme Dun-sur-Meuse avec uniquement les 18 bâtiments, ça faisait beaucoup de production, donc beaucoup de surplus qui pouvaient être partagés à des tiers. Donc là, encore une fois, au début, c'était la commune qui était personne morale organisatrice. Il a fallu réfléchir, se dire, on intègre 86 particuliers, on intègre 2 entreprises dans le projet. J'étudie le projet déjà. Est-ce que c'est viable? Toujours pareil, et à quel prix je vends l'électricité à mes tiers? Il y a eu une réflexion aussi là-dessus, parce qu'on a parlé à un moment de dons d'électricité. Attention, une collectivité, c'est compliqué pour une collectivité de faire du don d'électricité à ses citoyens ou ses entreprises pour tout ce qui est conflit d'intérêts ou autre. Donc forcément, on a mis de la vente d'électricité en place à des tarifs avantageux et surtout d'un point de vue PMO, encore une fois, on a réfléchi et le plus simple, c'est de faire une association. Où là, du coup, l'association Meuse et Soleil a été créée, un petit peu particulier dans le Grand Est, parce que sur certains territoires, on va faire des associations loi 1901. Sur d'autres territoires, c'est des régimes particuliers. Je pense que vous le savez, c'est pas forcément des associations loi 1901. Donc nous, ça, on sait le faire et on sait s'adapter là-dessus. Ça va être notamment le cas sur le projet juste après. Voilà un petit peu sur Dun-sur-Meuse et enfin pour finir sur un dernier projet. Alors ça, c'est le projet sur la vallée de Villers.
Là, dans ce cadre-là, ce qui change un petit peu, c'est que ce n'est pas la collectivité qui est producteur. La collectivité joue toujours un rôle un petit peu d'organisateur du projet pour le faire vivre. Tout simplement, il y avait 4 entreprises sur une zone d'activité qui voulaient installer du photovoltaïque. C'était déjà acté chez eux. La collectivité est plutôt arrivée là en disant bon maintenant on va essayer d'articuler ça pour que votre production profite au territoire. Donc dans ce projet-là, on va avoir des entreprises qui sont productrices. On a une première entreprise là qui va raccorder son moyen de production à 100 kg et avec les autres entreprises, ça va faire un petit peu plus d'1 méga. Et au fur et à mesure que la démarche s'est montée, d'autres entreprises sur le territoire ont commencé à dire, et puis avec la crise énergétique aussi qui passait par là, ont commencé à dire bah, moi aussi je vais mettre du photovoltaïque, moi aussi je vais m'intégrer dans ce cadre-là. Et ce qui est intéressant, c'était justement de se dire que la collectivité a mis tout le cadre contractuel en place avec l'association, avec des contrats de vente d'électricité. Donc, ça veut dire que les nouveaux producteurs qui veulent s'insérer dans le projet, bah, c'est très simple. C'est juste une adhésion à une association. Et c'est vrai que sur la PMO, nous, on fait toujours des associations justement pour cette souplesse. Je pense que vous l'avez vu au fur et à mesure des projets que j'ai présentés, on voit qu'il y a de l'évolution en permanence. Donc on passe de patrimonial à ouvert, on intègre des nouveaux acteurs. Et c'est ça tout l'intérêt de l'autoconso collective, c'est que c'est complètement évolutif. Mais forcément, si on parle d'évolutivité, il faut se dire, bah, il me faut une PMO qui soit en capacité de prendre en compte toute cette évolutivité. Et une association, bah, c'est très simple. C'est une adhésion dans le projet, une adhésion à l'association. Ça peut, sur certains projets, être des associations qui ont au final, on va dire, très peu de fonctionnement. Alors là, c'est pas le cas ici, mais sur des projets, par exemple, sur zone d'activité, bah, on va faire une association, mais qui n'a pas forcément de budget ou autre. C'est juste, bah, on a besoin de cette association parce que réglementairement, elle a besoin d'être là. Et dans d'autres projets, je pense par exemple à un projet qu'on accompagne dans la Drôme, le projet Acoprev. Aujourd'hui, c'est une association. Alors, c'est aussi une centrale villageoise à côté euh, qui investit, mais voilà, je ne vais pas forcément parler de ça. Mais c'est une association et du coup, bah, c'est beaucoup plus simple pour faire évoluer les choses. Et surtout, c'est une association qui vit et qui aujourd'hui voilà, a un vrai fonctionnement et qui est un vrai organe de décision dans les projets. Voilà un petit peu bah, ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je pense que je suis même, je laisse même 2 minutes de plus à la personne qui sera derrière moi pour faire le retour d'expérience sur les collectifs citoyens. Et du coup, donc on prend un temps de questions-réponses juste après, c'est ça, Audrey? Oui, alors je regardais simplement les questions-réponses, vu qu'on a 2 minutes, enfin les questions. Ouais. Il y avait une question sur pourquoi une asso, bah là vous avez déjà répondu en fait pour la simplicité, l'évolutivité, Activité, voilà. c'est ça. Peut-être pour compléter là-dessus, donc effectivement, l'association, j'ai répondu là-dessus. On nous demande souvent, est-ce qu'on peut faire, par exemple, est-ce qu'on peut utiliser une SAS, une société de projet ou autre pour être PMO? Tout simplement parce que il y a une société de projet qui se crée pour investir dans les moyens de production et on se dit bah, pourquoi pas jouer le rôle de PMO. Nous, on le déconseille toujours parce que bah, dès qu'on est sur une SAS, par exemple, on n'a pas forcément tous les producteurs et enfin si, tous les producteurs si, mais tous les consommateurs n'ont pas forcément investi dans les moyens de production. Donc déjà, il faut dissocier l'investisseur de la personne morale organisatrice. C'est ça l'intérêt de l'autoconso collectif, c'est que c'est très inclusif. Tout le monde peut y participer, même sans capital. Et derrière, bah, sur une SAS, toujours, ça veut dire qu'à chaque rentrée ou sortie de participant, c'est un changement de statut. C'est très, très compliqué. Donc l'association, très simple. Parfait. Et du coup, ça rejoint la dernière question sur le portage, enfin la constitution d'une PMO à travers une SEM. Ben là, on revient sur la même question de complexité, d'entrée-sortie des participants au sein de la PMO.
qui devraient entrer-sortir de la SEM avec les règles d'entrée-sortie propres à la SEM, quoi. Donc, Exactement, c'est ça. Et là encore, ça va dépendre du contexte local. Par exemple, nous, on voit beaucoup de projets avec des SEM de syndicats d'énergie. Donc, les syndicats d'énergie créent souvent des SEM pour investir. Et derrière, la SEM va partager de l'électricité avec uniquement ses communes adhérentes. Dans ce cadre-là, c'est beaucoup plus simple. Le syndicat ou la SEM peut jouer le rôle de PMO, mais parce qu'il n'y a pas de tiers. À partir du moment où on veut vraiment une diversité en intégrant des citoyens, des entreprises ou autres, il y a de grandes chances que la structure sur le territoire ne soit pas existante. Et là, l'association prend tout son sens. parfait. Alors, dernière petite question après on change. Ouais. Vous préconisez un coût d'adhésion minimum dans les associations? Alors, là aussi, ça dépend de ce que vous voulez faire de l'association. Comme je disais, on a des associations qui sont vraiment vivantes et on a des associations qu'on appelle des boîtes aux lettres. Tout simplement parce que dans certains projets, en fait, c'est un acteur qui va prendre le lead du projet, mais on a besoin de l'association pour que, voilà, parce que réglementairement, elle a besoin d'être là. Et en fait, cette asso, des fois, elle n'a pas besoin de budget, parce qu'au final, on a quelqu'un qui prend le lead, elle n'a pas besoin de traiter des flux financiers ou autres, donc pas besoin de compte en banque. Dans ce cadre-là, l'adhésion, on va dire, c'est anecdotique. Dans d'autres cadres, on va avoir des associations qui, au final, ont besoin de budget parce qu'elles ont besoin de faire vivre les projets. Des fois, c'est même des PMO qui sont sur plusieurs projets d'autoconso collectif, donc forcément avec plusieurs personnes qui travaillent dessus. Et là, dans ce cadre-là, l'adhésion est un moyen pour la PMO d'être rémunéré entre guillemets. Parce que, évidemment, le but n'est pas de faire une entreprise, mais au moins de rentrer dans ses coûts. Parfait. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Du coup, on va passer à la prochaine présentation donc, de la part d'Étienne Jean. Tu as les droits normalement, Étienne? Voilà, super. Voilà, il faut que je réactive mon son. Eh ben, bonjour à toutes et tous. Merci de me donner l'opportunité de parler des centrales villageoises qui peuvent également du coup intervenir en tant que PMO au sein d'une opération d'autoconsommation collective. Et effectivement, je pense que c'est intéressant de montrer les différents montages en complémentarité avec ce qui vient d'être présenté. Un petit mot d'abord pour comprendre qui nous sommes, les centrales villageoises. Donc, les centrales villageoises sont des sociétés locales à gouvernance citoyenne qui portent localement des projets de production d'énergie renouvelable, aujourd'hui surtout du photovoltaïque sur toiture, à une échelle très territorialisée, c'est-à-dire souvent à l'échelle d'un bassin de vie de l'ordre d'une communauté de communes. Et ce sont des sociétés qui sont gérées localement par des bénévoles. Donc, l'idée, c'est que les investissements sont portés par des citoyens au sein de la société. Les gens vont prendre des parts et investir ensemble dans des installations de production d'énergie renouvelable. La particularité de ce modèle-là, c'est que, en fait, c'est un modèle qui est né il y a une dizaine d'années et qui a été structuré de manière à ce qu'il soit clé en main, c'est-à-dire que les bénévoles qui s'impliquent soient accompagnés à chaque étape du projet par un ensemble de ressources qui peut leur permettre d'aboutir le plus facilement possible aux projets finaux. Et donc, c'est l'association des centrales villageoises que je représente aujourd'hui en tant que salarié qui structure cette boîte à outils et qui organise un réseau en fait, aussi de partage entre les différents collectifs qui portent ce type de projet. Donc voilà, pour vous donner une petite idée, c'est un réseau qui aujourd'hui a à peu près très précisément même 67 collectifs impliqués, répartis dans diverses régions. Donc en Grand Est, on en a une petite dizaine. Et puis voilà, mis bout à bout, ce réseau, ça représente près de 7000 personnes actionnaires, dont plus de 275 collectivités locales. Et puis plus de 450 installations photovoltaïques en service, ce qui représente 9 mégawatts de puissance installée. Voilà pour quelques chiffres, pour remettre un petit peu le contexte sur qui sont les centrales villageoises. Donc, elles sont structurées en SAS ou SIC, SIC SAS, Société coopérative d'intérêt collectif. Mais dans les deux cas, il y a la particularité que ce sont des sociétés à capital variable, ce qui permet de s'affranchir des difficultés administratives dont il a été question juste avant, à l'entrée et à la sortie d'actionnaires en fait, dans ces sociétés,
En fait, c'est très simple de faire entrer et de faire sortir des nouveaux sociétaires dans les sociétés à capital variable. Alors, aujourd'hui, on travaille sur plusieurs projets d'autoconsommation collective et notre parti pris, c'est de se dire que cette société centrale villageoise locale, elle peut jouer le rôle de personne morale organisatrice. Alors, pourquoi ? Alors déjà, il faut savoir que dans notre actionnariat, on va déjà structurellement rassembler un certain nombre d'acteurs du territoire et en fait tous les acteurs possibles et imaginables qui peuvent être intéressés pour être consommateurs dans une opération d'autoconsommation collective. Donc j'ai parlé des collectivités, hein, on en a beaucoup à l'actionnariat des centrales villageoises, évidemment les citoyens, mais également les entreprises locales. L'idée, c'est que dans les centrales villageoises, l'action, le ticket d'entrée, il est assez accessible. Les parts sont généralement à 50 ou à 100 euros. Et l'idée est que ce sont des sociétés coopératives et que derrière, une part donne en fait le même droit que tous les autres actionnaires. Les centrales villageoises, je vous ai dit, le montage, c'est vraiment que ce soit elles, en tant que personnes morales, qui vont porter les projets photovoltaïques. Donc, l'idée, c'est que les centrales villageoises vont prendre à bail les toitures et vont investir dans les unités de production et après vont exploiter soit en vendant en obligation d'achat, soit en vendant du coup en autoconsommation collective à des consommateurs. Et donc, elles jouent à la fois le rôle de tiers investisseurs, elles jouent le rôle de producteur vis-à-vis du réseau de distribution et donc elles peuvent jouer le rôle de producteur dans une opération d'autoconsommation collective. Et donc, sachant cela, on a à la fois cette structure juridique qui va rassembler en fait tous les acteurs du territoire potentiellement et qui est à la fois producteur des opérations de production. Et donc, c'est dans ce sens-là que, en fait, elle est aussi placée pour jouer le rôle de PMO puisqu'elle rassemble tout le monde en son sein dans une opération d'autoconsommation collective. Donc, pour répondre à une question qui était posée sur le chat, ça implique effectivement que dans ce montage-là, toute personne qui veut être consommatrice dans l'opération d'autoconsommation collective, elle est nécessairement actionnaire de la société centrale villageoise. L'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des gens qui sont actionnaires, mais qui ne sont pas dans la boucle d'autoconsommation, qui sont juste là parce qu'ils ont envie de mettre de l'épargne au profit de projets locaux portés par la centrale villageoise. Un petit point important, c'est que vis-à-vis des schémas contractuels qui vont être mis en place pour la mise en place des opérations, on va avoir des schémas contractuels différents selon la nature des bâtiments, c'est des bâtiments privés ou publics, et qu'aujourd'hui, on a les outils et les schémas juridiques pour mettre en place ces opérations à la fois sur des bâtiments privés, en vendant à des privés l'électricité, mais également, pourquoi pas, à des collectivités, et mettre en place des opérations de production sur des bâtiments publics en vendant à la collectivité elle-même, mais également aux habitants dans le secteur. Alors, pourquoi on fait ce choix de centrale villageoise qui est à la fois producteur et PMO de l'opération ? C'est parce qu'on a déjà une structure et qu'on se dit c'est plus simple d'avoir une seule structure qui va gérer l'ensemble et de ne pas avoir une structure dédiée simplement à cette opération d'autoconsommation collective. Et donc, l'idée, c'est d'intégrer la gouvernance de l'opération d'autoconsommation collective dans la gouvernance de la société. Je vous montrerai juste après comment on a fait ça. Un autre point, c'est que les bénévoles de la société centrale villageoise sont déjà en lien avec le gestionnaire de réseau, que ce soit Enedis ou un gestionnaire plus local. Et donc, il y a une certaine continuité, une certaine logique aussi dans le fonctionnement de nos collectifs citoyens, que ce soit la même entité juridique qui gère l'ensemble des relations. Et puis après, dans notre ADN, l'idée, c'est de pouvoir impliquer en fait, les citoyens dans la transition énergétique et notamment via le financement des unités de production. Et en fait, on utilise aussi cette autoconsommation collective comme un levier pour en fait, augmenter la masse de sociétaires dans nos opérations de centrales villageoises. Et donc, dans nos montages, un consommateur, il est nécessairement partie prenante de la production, donc il n'est pas simple consommateur. La démarche va au-delà de la simple consommation d'énergie, il est partie prenante dans la démarche locale de production d'énergie renouvelable. Alors, un petit point sur du coup, le fait qu'il faut nécessairement être sociétaire pour faire partie de la démarche et être consommateur.
Aujourd'hui, je vous disais que les parts sont à des tarifs dits accessibles. Après, on peut aussi réfléchir à des montages pour des ménages qui ne pourraient pas se permettre de payer 50 ou 100 euros de ticket d'entrée. Et là, c'est aussi un sujet qui est en pleine réflexion chez nous sur savoir comment trouver des mécanismes pour faire en sorte que ce ticket d'entrée il soit intégré en fait dans les premières factures d'électricité et que ce soit neutre pour les consommateurs. Alors maintenant, j'en viens au comment. Comment on fait pour qu'une centrale villageoise elle soit PMO d'une opération d'autoconsommation collective? Et ben nous, ça nous a demandé une adaptation statutaire pour faire en sorte que nos statuts de société, et ben, ils intègrent ce nouveau rôle. Donc, on a à la fois dans nos statuts type SAS et statut type SIC étendu l'objet social de la société pour prévoir ce rôle de PMO, pour prévoir le fait que la société centrale villageoise va aller chercher les consentements des consommateurs pour faire partie de l'opération et donner leurs données de production et de consommation, pour jouer ce lien avec le GRD, le gestionnaire de réseau, etc., pour être l'interlocuteur pour la définition de la clé de répartition. Et puis, on a ajouté une instance dans ces statuts pour permettre en fait une gouvernance de ces opérations d'autoconsommation collective, qui est en fait la création de comités consultatifs qui sont composés de consommateurs de l'opération d'autoconsommation collective et qui vont en fait se réunir pour donner des avis à la société centrale villageoise dans la définition en fait de tous les points qui vont concerner spécifiquement l'opération d'autoconsommation collective. Donc, typiquement, le montant du tarif de vente de l'électricité et puis la clé de répartition. Et puis enfin, dans ces statuts qu'on a mis à jour, il y a toute la description de comment on fait pour faire rentrer, pour faire sortir des nouveaux consommateurs et pour que ce soit fluide, pour que ce soit effectivement le plus pratique et le plus rapide possible de faire rentrer des nouveaux consommateurs et également de les faire sortir sans que ce soit trop une usine à gaz. Voilà, donc c'est toutes ces modifications, on les a travaillées avec un cabinet d'avocats qui a été spécialisé. Voilà, donc désormais, en fait, le message que je voulais faire passer, c'est que s'il y a une centrale villageoise sur votre territoire ou si vous avez envie d'aller au-delà de juste l'aspect autoconsommation collective en faisant en sorte qu'il y ait une vraie dynamique citoyenne autour de ces projets, et ben en fait, ces modèles de centrale villageoise ou équivalents à d'autres projets citoyens, ça permet vraiment d'être un outil pour structurer ces opérations et rassembler en fait autour de cette structure juridique l'ensemble des participants à l'opération. Et puis, s'il me reste 2 minutes, j'ai du coup un petit slide d'exemple. Donc, il a été évoqué tout à l'heure. Donc, les centrales villageoises ACOPREV qui sont situées dans la Drôme, ce sont celles qui ont, dans notre réseau, mis en service une opération d'autoconsommation collective qui est active depuis septembre 2020. Ils ont la particularité d'avoir été le premier collectif à faire en sorte qu'il y ait un périmètre de l'opération qui soit étendu. Donc, on n'est plus à 2 km entre deux participants de l'opération. On a un périmètre qui est étendu à 20 km du fait qu'on soit en zone rurale et sur dérogation du coup du ministère. Donc, ACOPREV, alors il me semble que c'est bien la Société Centrale Villageoise et non l'association qui est PMO de l'opération et qui est, dans le cas, l'unique producteur de l'opération de la boucle d'autoconsommation collective. Donc, ils ont aujourd'hui une installation de 30 kW crête, donc c'était une première brique pour lancer l'opération, et 38 consommateurs, dont déjà 7 collectivités qui consomment l'électricité de l'unité de production qui est du coup citoyenne. Et aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui est en plein boom dans notre réseau, avec plus d'une dizaine de projets en cours qui seraient du coup sur ce montage porté par des centrales villageoises avec la centrale villageoise PMO, et dont un certain nombre en Grand Est, et peut-être sur vos territoires. Voilà, j'en ai fini, donc on a un peu de temps pour les questions. Merci. Donc, on a déjà des questions sur les centrales villageoises, en effet. Alors, je reprends. Donc, deux questions déjà. Est-ce que le producteur doit être aussi actionnaire dans la centrale villageoise? Et est-ce que les centrales villageoises... Bon, 3 autres questions plutôt. Est-ce qu'il doit être producteur?
est-ce que la charge de travail en tant que PMO pour une centrale villageoise constituée de bénévoles n'est pas trop lourde? Et justement, est-ce que les centrales villageoises ne fonctionnent que grâce au bénévolat ou est-ce qu'il est possible d'y affilier un ou une salariée? Oui, bien sûr. Non, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Je vais relancer. Si, si c'est ouvert. Je vous en prie. Alors, pour répondre à la première question sur les producteurs, effectivement, si on a plusieurs producteurs, il faut que les autres producteurs soient sociétaires de la société centrale villageoise. Après, nous, dans notre montage, on va dire dans un premier temps, pour faciliter les choses, on est plus sur un modèle où il y aurait un seul producteur qui serait la société centrale villageoise. Parce que aujourd'hui, c'est pour des questions de facturation, chaque producteur doit facturer sa production et ça nous paraissait trop complexe d'envisager des opérations avec beaucoup de consommateurs si on avait également une multitude de producteurs. Donc, dans un premier temps, on est plutôt sur des opérations où on a un seul producteur qui est la centrale villageoise elle-même. Est-ce que c'est clair? Oui, alors de toute manière, ce qu'il faut rappeler, c'est que quel que soit le producteur ou le consommateur qui veut faire partie d'une opération d'autoconsommation collective, ils doivent absolument faire partie de la personne morale organisatrice. Enfin, tous les participants sont intégrés dans la fameuse PMO. Donc, si la forme des centrales villageoises, c'est d'avoir une adhésion aux centrales villageoises pour intégrer la PMO, les producteurs doivent prendre une adhésion aux centrales villageoises, c'est ça? Voilà. Ouais. Donc, ce n'est pas une adhésion, c'est une part sociale. Mais est-ce que c'est important du coup, parce que ce n'est pas une association. Donc, voilà, le montage est un peu différent, mais effectivement. Vis-à-vis de la question de la charge de travail, donc effectivement, c'est une question qui se pose. Nous, notre principe, c'est de se dire qu'effectivement, ça va sans doute rajouter un petit peu de charge de travail, mais qu'on a vraiment l'ambition de sous-traiter une partie de la gestion administrative à d'autres entités, comme Enogrid par exemple, qui peuvent s'occuper de l'aspect facturation notamment, pour laisser en fait plutôt l'aspect gouvernance de l'opération à la centrale villageoise, mais tous les aspects un peu pratiques et de quotidien, ça puisse être sous-traité. Et après, est-ce que ça fonctionne grâce au bénévolat ou est-ce qu'on peut envisager un salariat? Ça, c'est tout l'enjeu effectivement du développement de notre modèle et de notre réseau. Aujourd'hui, nos modèles économiques ne permettent pas d'envisager un salariat à temps plein sur des petites opérations comme ça. Mais clairement, l'objectif à terme dans le réseau, c'est d'avoir pourquoi pas des salariés partagés entre plusieurs collectifs centrales villageoises voisins pour pouvoir gérer une partie de cette charge de travail, effectivement. Mais aujourd'hui, clairement, ça repose sur le bénévolat. Et peut-être pour compléter un petit peu sur ce que disait Étienne, par rapport à justement l'accompagnement que peuvent amener d'autres structures sur ce sujet. Nous, Enogrid, c'est notre façon de penser, c'est qu'on n'est pas l'acteur local et les centrales villageoises sont là pour être l'organe de gouvernance et de décision du projet. Nous, ce qu'on vient apporter, c'est justement des outils pour que tout se gère facilement. Donc, on a un outil qui s'appelle EnoPower. Et je voyais, il y avait une question, quelle charge de travail la PMO représente-t-elle au quotidien? Justement, en ayant des outils, alors là forcément je mets ce d'Enogrid en avant, mais en ayant des outils, ça permet de passer beaucoup moins de temps. Et nous, à la fin de l'année, si la PMO a passé 5 jours sur l'ensemble de son année sur le projet, ça va pas être beaucoup plus, parce que l'idée d'avoir des outils, c'est d'automatiser un grand nombre de choses. Tout ce qui ne sera pas automatisé, ça va être justement on va dire vraiment les compétences que peuvent avoir des centrales villageoises. Ça va être pouvoir répondre aux questions, faire de la pédagogie, faire une AG annuelle, réfléchir sur la gouvernance et les clés de répartition, les contrats de vente d'électricité, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent être modifiées, c'est des paramètres, et forcément, c'est du temps humain qui est derrière. Par contre, ce qui peut être automatisé, ça va être le traitement de données Enedis, la gestion de la facturation, les entrées-sorties de participants, toutes ces choses-là, c'est des choses automatisables. Merci pour les précisions. On va remonter un petit peu dans les questions, donc les questions qui s'adressent à tous les deux, selon votre expérience. Est-ce que vous avez un modèle de PMO pour plusieurs ACC
sur un même territoire, selon les expériences que vous avez eues tous les deux. Ouais, alors je peux répondre après, Étienne, je te laisserai peut-être compléter. Nous, Enogrid, effectivement, on a l'habitude de créer ce qu'on appelle des PMO territoriales. Encore une fois, nous, c'est une association. Et cette association, on l'a fait par exemple avec le FDE 80, le syndicat d'énergie de la Somme. On l'a fait avec le syndicat d'énergie de l'Ain également. Enfin voilà, on en a quelques-uns, souvent avec des syndicats d'énergie, où l'idée c'est de se dire je crée une association et dans cette association, je vais créer des collèges. Chaque collège va se référer à une boucle d'autoconso collective. C'est-à-dire que je ne multiplie pas les associations à créer, mais les collèges au sein de l'association, on va dire mère, n'interfèrent pas entre elles. Donc chaque projet d'autoconso collective se gère différemment. Ouais. Et de notre côté, en fait, on est déjà souvent en fait, sur des territoires, les centrales villageoses agitent sur des territoires qui sont déjà souvent relativement restreints d'un point de vue géographique, mais souvent en zone rurale. Et donc, en fait, on est souvent éligible à l'élargissement du périmètre de l'opération d'autoconsommation collective à 20 km, ce qui souvent nous permet d'envisager en fait, une seule opération pour tout le territoire de la centrale villageoise. Après, si ce n'était pas le cas, on peut tout à fait envisager que la centrale villageoise soit PMO de 2 opérations distinctes sur 2 périmètres différents. Et dans ce cas-là, on aurait 2 comités consultatifs différents qui seraient mis en place et qui, du coup, permettraient de faire remonter les décisions prises pour chaque opération au conseil de gestion de la société qui chapeaute le tout. Alors, je vais essayer de refaire un petit peu dans l'ordre parce qu'on avait des questions un peu plus larges et ne pas oublier les premières questions. Donc, on avait aussi des questions sur l'ACC et les entreprises. Donc, grosso modo, quels arguments pour convaincre les entreprises de rejoindre une opération d'ACC, sachant que cela peut représenter un risque si l'une d'entre elles quitte la PMO? On peut penser un peu, par exemple, à l'exemple de Villers. Comment cela a-t-il été sécurisé? C'est une vraie crainte apparemment de la part des entreprises. Ensuite aussi avec les questions des entreprises, si les entreprises partent en première sur une opération d'ACC, alors que les communes ne sont pas encore prêtes, quelle pourrait être la meilleure option pour une PMO transitoire, en attendant que les communes rejoignent l'opération? Si vous avez Ouais. des retours là-dessus. Ouais. Alors, effectivement, la sécurisation, et je pense que c'est pareil côté centrale villageoise, il doit y avoir le même sujet. L'important, c'est de faire des contrats de vente d'électricité qui fonctionnent bien. Ça veut dire qu'on ne sécurise pas un producteur ou un consommateur via la PMO. On sécurise un producteur et un consommateur via le contrat de vente d'électricité qu'on va mettre en place entre eux. Là-dedans, on va pouvoir, les aspects de négociation peuvent être variés, mais on va avoir le prix en lui-même, l'évolution du prix et évidemment la durée d'engagement. Et c'est cette durée d'engagement qui doit être contraignante. Nous, Enogrid, quand on met en place des contrats de vente d'électricité, on fait en sorte que ça colle avec l'idée du projet. Notamment, les entreprises, la plupart du temps, achètent leur électricité pour 3 à 4 ans. Donc, on en a certaines qui disent moi, je ne signerai pas des contrats de plus de 3 à 4 ans parce que je renouvelle mon contrat de fourniture d'électricité d'un autre côté tous les 3 à 4 ans. Par contre, on en a d'autres, et ça arrive de plus en plus, notamment avec la crise, qui disent moi, je suis prêt à m'engager sur 10 ans, mais du coup, qui vont faire levier sur le reste, qui disent si je suis là pour 10 ans, je veux un prix plus intéressant et je veux un prix qui ne bouge pas. Donc, à partir du moment où on sécurise ça, c'est beaucoup plus simple. C'est pareil, cette sécurisation, il y a également la fiabilité qu'on a dans l'acteur qui est en face. Et ça va être la même logique que quand vous voulez faire financer votre projet auprès d'une banque. Si tout repose sur des entreprises, la banque va regarder la solidité financière des entreprises qui achètent l'électricité. Oui, j'ajouterais que, de notre point de vue, l'expérience qu'on peut avoir, c'est vraiment la stabilité dans le temps des prix qu'on peut proposer qui attire les entreprises qui ont été un peu secouées par la crise de l'énergie et les hausses de factures qu'ils ont pu rencontrer ces derniers mois.
Donc en fait, voilà, c'est vraiment le fait de pouvoir dire notre unité de production, aujourd'hui, on sait combien elle va coûter dans le temps, et donc on sait combien on va pouvoir vendre le kilowattheure dans le temps, qui permet un engagement. Alors après, question de durée, ça va dépendre des acteurs, parce que si nous, on s'intéresse aussi à vendre aux particuliers, même si c'est pas forcément les profils de consommation les plus intéressants pour le solaire, mais malgré tout, on a envie de les inclure dans l'opération, et on ne peut pas demander à un particulier de s'engager pour 10 ans. Donc voilà, ça va dépendre des acteurs. Et après, je voyais une question plutôt vis-à-vis de comment ça se passe si un consommateur s'en va, un consommateur prégnant. Et ben en fait, ça va vraiment dépendre de comment on valorise le surplus. Et là, il y a un gros enjeu aussi à faire en sorte que le surplus soit plutôt bien valorisé, au cas où effectivement on se retrouve à un moment avec pas mal de surplus sur les bras. Donc ça, c'est aussi un grand enjeu pour nous. Et donc aujourd'hui, il y a plusieurs options. Il y a l'obligation d'achat qui existe, mais qui n'est pas cumulable avec des aides. Donc voilà, on se retrouve aussi face à des questions de ce point de vue-là. Et il y avait un deuxième bout de question, c'était la PMO transitoire. Sur la partie PMO transitoire, dites-vous que le projet peut commencer sans tous les acteurs. Et surtout, les contraintes aujourd'hui les plus longues sont les contraintes de raccordement sur le réseau Enedis. Donc surtout, raccordez votre centrale et l'autoconso collectif sera géré en parallèle. Si tous les acteurs ne sont pas prêts à rentrer maintenant, eh ben, on attend un petit peu. Là, du coup, je rejoins sur ce qui a été dit. L'achat de surplus va potentiellement pouvoir être important à ce moment-là. Et la PMO transitoire, à la rigueur, si vous savez qu'il y a un grand nombre d'acteurs qui vont devoir rentrer et que vous allez devoir créer une nouvelle entité, créer la nouvelle entité, désigner la PMO, c'est pas grave. Après, dans un projet centrale villageoise, comme la centrale villageoise est directement PMO, elle peut dès le début, et c'est pareil, on peut ajouter, retirer des participants. Merci. Alors, il reste 5 minutes, donc on va essayer de répondre de façon très concise aux dernières questions. Il y en a une qui avait été posée assez tôt. C'était la justification juridique du côté de la collectivité d'intégrer une PMO avec des tiers privés sans mise en concurrence. Ouais, alors la loi d'accélération de la transition énergétique du début d'année a facilité un petit peu ça. Aujourd'hui, une collectivité peut acheter de l'électricité en autoconso collective sur des temps très longs, c'est-à-dire en dérogeant au code de la commande publique. Donc, ça veut dire qu'une collectivité peut contractualiser sur 10-15 ans si elle veut avec un producteur en autoconso collectif, ce qui n'était pas possible avant. D'un autre côté, la mise en concurrence se fera à partir du moment où sur un même territoire, il y a 2 autoconso collectives. Parce qu'en fait, tant qu'il n'y en a qu'une, il n'y a pas de mise en concurrence possible. Après, par contre, si jamais on est sur des schémas où il y en a une centrale villageoise, par exemple, qui investit dans une centrale photovoltaïque qui est sur le toit d'une collectivité et que l'électricité a vocation à être vendue à la collectivité, on a potentiellement un cas où justement on entre dans le champ des marchés publics avec des schémas de concession. Voilà. Donc, il peut y avoir des cas où il y a des mises en concurrence en fonction aussi où est le foncier qui va permettre la production de l'énergie. Et du coup, est-ce qu'une interco peut jouer le rôle de PMO à l'échelle de plusieurs communes pour des boucles qui n'intègrent que des bâtiments communaux? Oui, tout à fait, aucun problème là-dessus. Parfait. Il y a toutes les questions qui reviennent, je vois, sur si l'entreprise fait faillite, les ruptures de contrat, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui se réfléchissent en amont. On a eu les discussions parce que on travaille avec des industriels, nous, très souvent. Les industriels sont c'est normal, très pointilleux là-dessus. Donc, on a fait intervenir des cabinets d'avocats très régulièrement pour que tout se structure bien. Donc, il y a des mécanismes qui existent, il y a des délais de préavis qui existent, il y a un grand nombre de choses. Donc voilà, après, ça dépend vraiment de votre projet propre. Donc, répondre
de manière générale sur qu'est-ce qu'on va faire concrètement, là, je peux pas le faire. En fonction de votre projet, voilà, les choses peuvent se trouver. Et il y a eu des questions sur notre outil de facturation. Ce que je conseille, c'est de revenir vers moi et on peut en discuter. Je pense que Audrey, tu vas partager la présentation. Il y a mon adresse mail dedans. Exactement. Voilà, donc on va clôturer. Je suis désolée si vous avez d'autres questions, mais vous pourrez donc les poser directement à Titon ou à Étienne, dont vous aurez les coordonnées lorsque nous partagerons les présentations. N'oubliez pas notre prochain groupe de travail le 27 juin, donc le mardi 27 juin de 9h à 10h. Et là, on va justement se pencher sur la question du partage de l'énergie entre les participants. Donc, comment établir les clés de répartition, les relations contractuelles et donc la facturation, la gestion des taxes avec les nombreux outils qui sont disponibles de la part des différentes sociétés. Donc, on reviendra là-dessus le 27 juin. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre intervention à tous les deux. C'était vraiment précieux, je pense, pour les participants. Et merci à tout le monde d'avoir été présent ce matin. Du coup, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée. À bientôt. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.